Alors il faut que vous sachiez que cette conférence est en fait le résultat d'une discussion avec Bruno. Donc Bruno est co-responsable du fait que le mouvement auquel vous pensez actuellement, qui est d'aller vous coucher, vous ne pouvez pas le faire avant de m'avoir écouté. Donc nous avons pas mal discuté des idées politiques. Et je vais essayer de vous montrer que, après Vincent Bontemps et après tous les intervenants de ce marathon, que la métaphore du mouvement en politique est au cœur de vos vies et qu'elle est loin d'être terminée, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que c'est vrai que de temps en temps, on entend dire beaucoup que les idées politiques ou la vie politique ou la société est au bord de l'effondrement, que la démocratie se meurt, que la liberté et l'égalité sont perdues, que tout notre héritage des Lumières est en train de disparaître complètement. Et avec Bruno, on discutait justement de savoir s'il y aurait encore des idées politiques dans un siècle, ou peut-être même dans 50 ans, avec le transhumanisme, l'arrivée de l'intelligence artificielle et un certain nombre d'éléments liés aussi au dérèglement climatique qui font que la part de liberté de l'être humain dans la construction de la société semble se réduire inexorablement. Donc la question que je vais essayer de poser et de répondre à cette question avec vous, c'est précisément de savoir si le mouvement des idées politiques est un mouvement perpétuel. Est-ce qu'il continuera ou est-ce qu'il est sur le point de s'arrêter? Alors première chose, moi je suis juriste de formation et on apprend une chose aux juristes lorsqu'ils commencent leurs études, c'est de bien définir les termes. Et donc il faut définir le terme d'idée, le terme de mouvement, le terme de politique. Et c'est par ça que je vais commencer. Et lorsque j'aurai défini ces termes-là, j'essaierai de poser avec vous les bonnes questions, d'expliquer quels sont les mouvements des idées politiques, est-ce que ce sont des mouvements métaphoriques, répétitifs, perpétuels, naturels, etc. Et ensuite, on plongera ensemble, pour la fin de cette conférence, vers le futur, et on essaiera d'imaginer les idées politiques de demain, ou peut-être celles aussi d'après-demain. Alors première chose, on parle des idées, tout le monde a des idées, vous avez tous des idées, et les idées sont quelque part universelles, elles n'appartiennent à personne en particulier. Personne, je vais y revenir, n'est propriétaire d'une idée. Et puis il y a la pensée. Quelle est la différence selon vous entre les idées et la pensée? Est-ce que quelqu'un peut me proposer une différence très simple entre par exemple l'idée de liberté et la pensée de Montesquieu? Quelle est la différence? C'est très simple. Une idée est simplement une idée, elle est partagée par tous. On peut comprendre l'idée de liberté, chacun d'entre nous, ou l'idée d'égalité. La pensée est une interprétation personnelle, intellectuelle d'une idée. Donc lorsqu'on est dans la pensée, on rentre dans quelque chose qui est construit. Et puis lorsqu'on a une accumulation de pensées à une époque donnée de l'histoire de l'humanité, eh bien on a ce qu'on appelle des doctrines. Les doctrines, dans le champ intellectuel, ce sont des ensembles de pensées convergentes qui traitent du même sujet et qui petit à petit font autorité. La doctrine est souvent quelque chose qu'on trouve à l'université et qui est un cadre d'enseignement, par exemple, de la pensée politique. Et puis on a les idéologies. Les idéologies, vous connaissez tous ce mot et vous le fréquentez tous au quotidien. C'est le mot qui désigne l'existence d'une exclusivité ou d'une prétention au contrôle de la pensée. Par exemple, la nation, c'est une idée, le nationalisme, une idéologie. La liberté, c'est une idée, le libéralisme, une idéologie. Le capital, c'est une notion, une idée, le capitalisme, une idéologie. L'idéologie a un but précis qui est la conquête du pouvoir politique. Le rôle d'une idéologie, qui se construit toujours à partir d'une idée, c'est de conquérir le pouvoir politique et une fois qu'elle l'a obtenu, le conserver le plus longtemps possible à l'exclusion de toute autre interprétation de l'idée. En fait, plus on descend des idées vers le pouvoir, en politique, plus on est dans la contrainte et dans l'autorité. Si je descends,
je vais descendre allègrement du concept jusqu'à la réalité. Et si je remonte, je vais remonter résolument jusqu'au paradigme. Le paradigme, c'est un terme scientifique que vous employez souvent ici, vous les scientifiques, qui êtes membres de ce formidable festival de Florence. Le paradigme en politique, on va le remplacer par un mot plus simple, c'est un modèle, un cadre de pensée. Par exemple, à la Révolution française, en 1789, le grand paradigme, c'est l'existence ou la construction de la démocratie, fondée sur l'idée de liberté et d'égalité. Ce paradigme est un modèle dans lequel toute société s'inscrit à un moment donné de son histoire. Nous sommes aujourd'hui sous un paradigme qui est toujours celui de la démocratie. Vous pensez inconsciemment que la démocratie, c'est le meilleur des régimes politiques. Et vous êtes attaché à vos traditions démocratiques et libérales parce que vous êtes les enfants du paradigme de la liberté. Mais c'est juste un concept qui bien souvent émerge a posteriori. Alors vous voyez, je trace une ligne ici, entre l'existence de la pensée, des idées et des doctrines, et puis l'existence des idéologies et du pouvoir, qui sont un impact de la pensée sur la réalité. Je vous remontre juste mon petit élément de séparation. Ce qui veut dire que les idées ont une influence sur le réel. Et contrairement à ce qu'on dit toujours, la politique est une science physique, sauf que la physique qui l'intéresse, c'est la physique sociale, la société. C'est pas anodin une idée, c'est pas quelque chose qui flotte au-dessus de nous, c'est quelque chose qui va à terme modeler votre façon de vous comporter les uns avec les autres. Au XVIIIe siècle, on a les salons. Le mouvement des idées, c'est le mouvement des Lumières. Vous connaissez tous les grands paradigmes que forme la pensée des Lumières. La liberté, l'égalité, le bonheur terrestre par opposition au bonheur de l'au-delà, et puis deux idées très importantes pour les scientifiques qui sont aujourd'hui au cœur de ce festival, l'esprit critique, remettre en cause le savoir, la raison, l'esprit critique va de pair avec la raison, et bien sûr aussi le progrès. Nous sommes les enfants d'un siècle qui a cru à l'amélioration des connaissances et qui a fait cette amélioration des connaissances le but de l'encyclopédie. Je cite maintenant Albert Thibaudet, toujours dans cette introduction, qui nous dit, spécialiste de l'histoire des idées politiques en France, qui nous dit en 1932, la politique est un combat d'idées. La politique est un combat d'idées, et quand un parti politique a réalisé le meilleur de son programme d'idées, il retombe et s'enlise dans ses intérêts, et une crise s'ouvre pour lui. Alors pour tous ceux qui pensent aujourd'hui que le mouvement En Marche de notre président Emmanuel Macron a mis fin à la vie politique, eh bien détrompez-vous. Le mouvement En Marche et la présidence d'Emmanuel Macron est simplement la preuve qu'il existe dans notre pays un combat d'idées, mais en aucun cas le signe de l'arrêt du discours et du débat politique. D'une certaine façon, il a déjà commencé à connaître ses propres crises. Je reviens sur Aristote, que évoquait non seulement Vincent Bontemps, mais également Jean-Marc Lévy-Leblond ce matin, et puis Jérôme Pérez et puis d'autres. Aristote nous définit le mouvement comme étant quelque chose de naturel, faisant partie de la nature. Et il dit, tous les philosophes qui ont étudié la nature ont admis l'existence du mouvement, et les mondes ne peuvent naître et périr qu'à la condition nécessaire du mouvement. Eh bien, on peut, et Aristote l'a fait lui-même, on peut appliquer cette définition du mouvement au monde politique. Aristote disait « l'homme est un animal politique ». Et le mot politique est fondé sur la racine grecque « polis », qui signifie la cité.
si je me penche sur la société et que je considère que la société est un monde à part entière, comme le monde physique, eh bien la société, la cité même, est en perpétuel mouvement. Les régimes politiques naissent, se développent, créent des institutions, entrent en crise et finissent par disparaître. Alors avec Aristote, on peut penser effectivement que la vie politique, que les idées politiques sont le mouvement naturel des sociétés. Quelle est l'origine des idées politiques? C'est la première question que je voudrais vraiment discuter avec vous. Et vraiment, comme je le fais avec mes étudiants, je ne veux surtout pas imposer un regard qui serait le mien. Je vous demande vraiment sincèrement ce soir, à la fin de ce marathon, d'où viennent les idées politiques? Il y a essentiellement deux choses qui viennent à l'esprit. Soit les idées politiques viennent d'une sorte d'absolu et descendent à travers nos pensées dans la société, soit au contraire, les idées politiques n'existent pas préalablement à la société, et à ce moment-là, elles naissent des rapports que nous avons les uns avec les autres. Ces deux points de vue existent dans l'histoire. Platon, peut-être pas le plus grand, mais l'un des tout premiers philosophes, élève de Socrate, pensait qu'il existait une distinction très nette entre le monde des idées, le monde parfait des idées, et le monde sensible, le monde des sens, qui était aussi finalement le monde de la réalité. Et pour Platon, les régimes politiques étaient soumis, parce qu'ils étaient inscrits dans la réalité, à un cycle de dégénérescence qu'il appelait l'anacyclosis. Ce cycle de dégénérescence des régimes politiques montre qu'ils s'inspirent des idées, mais parce qu'ils sont réels, ils ne peuvent pas prétendre à l'éternité. Et donc, la démocratie devient une démagogie, la démagogie dégénère en tyrannie, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on revienne à ce qui était pour Platon, aristocrate athénien, le meilleur de tous les régimes possibles, l'aristocratie. Il a imaginé une république, une première utopie, mais le mot utopie n'existait pas encore. L'utopie vient de la pensée de Thomas More au XVIe siècle, en 1515. Il imagine une république qui serait immobile, qui ne bougerait pas, précisément parce qu'elle serait idéale. Idéale au sens étymologique du terme. La République est une idée. Et donc, elle ne peut pas subir le mouvement de dégénérescence des régimes politiques. Pour Platon, donc, les idées existent quelque part au-dessus de l'humanité, de toute éternité. À Platon vont répondre un très grand nombre de philosophes, mais il y en a un qui est peu connu et qui est pourtant français, et que j'aime beaucoup, que j'ai découvert dans mes études de politique et d'histoire des idées politiques, c'est Joseph Déjacque. Joseph Déjacque, la plupart d'entre vous ne le connaissent pas. Si je demandais maintenant dans cette salle de lever, à ceux qui connaissent Joseph Déjacque, de lever la main. C'est assez parlant. Joseph Déjacque, mesdames et messieurs, est le père de l'anarchisme libertaire. Et il est le père d'un journal qui a été diffusé dans les années 1800-1830, qui s'appelait Le Libertaire. C'est lui qui a inventé le mot libertarisme. Le mot libertarisme désigne une idéologie dans laquelle la liberté est au-dessus de tout le reste. L'anarchisme libertaire doit pouvoir permettre à l'humanité de se passer de l'État, de se passer du pouvoir politique et de se passer de l'autorité. Et c'est l'auteur d'une utopie qu'on appelle l'humanisphère, où il imagine que grâce à la science, l'humanité arrivera à l'unité parfaite sous le seul flambeau de la science, sans qu'il n'y ait plus besoin du moindre débat politique. Une utopie que, évidemment, nous sommes très loin d'avoir réalisée aujourd'hui. Et pour lui, eh bien, les idées proviennent en réalité du corps social. Elles n'existent pas au-dessus de l'humanité,
elles viennent même de la terre, et il prend une jolie métaphore qui aurait plu à Vincent Bontemps, la métaphore de la plante, de la fleur. Il nous dit ceci: les idées ne sont pas d'essence autocratique et divine, mais d'essence démocratique et humaine. Elles ne tombent pas du ciel, elles poussent de la terre. Le penseur, oui, le philosophe, et on a vu passer quelques philosophes ce soir, qui émet une idée neuve, qui exhale un parfum de son front, eh bien, il n'émet cette idée que parce qu'il l'a puisée dans la foule. Il ne fait que résumer, comme la plante dans sa floraison, les sucs alambiqués par la tige. En somme, vous êtes tous les racines de la pensée politique qui est en train de se développer aujourd'hui. Bien sûr que vous le comprenez très bien intuitivement par votre vote, vous avez choisi la politique de ce pays. Mais au-delà de ça, la métaphore de Joseph Desjacques va beaucoup plus loin. Personne n'est propriétaire d'une idée parce que c'est l'humanité elle-même qui produit ces idées et que l'humanité, on ne peut pas la résumer à quelque individu que ce soit. Donc vous voyez, on est à l'opposé complet de Platon. Les idées ne tombent pas du ciel, elles sortent de terre. Moi, je suis chercheur en histoire des idées politiques et je ne peux pas me contenter de métaphores, même si par ailleurs, dans mon travail de science-fiction et dans mon travail d'imaginaire, notamment avec Christophe Dougnac, ici présent, j'utilise beaucoup la métaphore. Mais en tant que chercheur, j'utilise les outils de la recherche. Pour le chercheur en histoire des idées politiques, il y a deux critères essentiels pour savoir si une idée politique existe. Le critère de l'objet de la politique et le critère de l'instrument du discours politique. Dans une approche classique, celle qu'on enseigne dans les facultés de droit, eh bien, l'objet, c'est la cité. Donc, en gros, il ne peut pas y avoir d'idée politique tant qu'il n'y a pas de cité, police. Et l'instrument, c'est le logos, c'est-à-dire le discours rationnel. Le discours dont les arguments ne sont pas irrationnels ou métaphysiques, mais dont les arguments sont rationnels. C'est l'approche classique que l'on utilise dans les facultés de droit. On trouve parfois, je le dis très rapidement, une approche plus restrictive qui fait commencer l'histoire des idées politiques à l'apparition de l'État au XVIe siècle et qui fait commencer l'histoire des idées politiques juste à la pratique de la raison au XVIIe siècle, au grand siècle. Et puis on a une approche anthropologique, mais je ne vais pas la développer ici, je n'ai pas le temps, qui fait remonter les idées politiques au mythe. En gros, le fondateur de la pensée politique, c'est beaucoup plus Homère, à travers l'Iliade et l'Odyssée, que Platon ou Aristote. Alors maintenant, quels sont les grands mouvements des idées politiques? Puisque on a commencé à voir quelle était l'origine, quels sont les grands mouvements et comment je passe d'une idée à un mouvement qui amène à changer la société. Eh bien, les idées politiques, d'abord, elles ne sont pas les mêmes. On n'a pas les mêmes idées politiques aujourd'hui, on n'a pas les mêmes paradigmes politiques aujourd'hui que sous l'Antiquité. Je peux rapidement et facilement vous résumer ça. Sous l'Antiquité, les deux idées politiques principales sont la cité et les lois. Pour ceux qui pensent que la Révolution française avait inventé la loi, eh bien, c'était évidemment quelque chose qui existait depuis longtemps. Au Moyen-Âge, la grande question, c'est le débat entre le pouvoir temporel, celui des rois, et le pouvoir spirituel, celui de l'Église. La prétention de l'Église à légitimer le pouvoir royal, c'est le grand enjeu du Moyen-Âge. À la Renaissance, avec les révolutions scientifiques, on va parler de la souveraineté des États et on va voir apparaître, au XVIIIe siècle, la souveraineté de l'individu et l'idée d'égalité et de liberté vont être centrales. C'est le mouvement des Lumières. Au XIXe siècle, c'est le siècle de l'éveil des nations, le siècle de l'Empire napoléonien, le siècle du Congrès de Vienne, le siècle de la guerre entre les nations européennes qui vont devenir les États-nations qui se feront ensuite et qui s'opposeront ensuite dans les deux guerres mondiales. Dans le second XIXe siècle, les sciences et le socialisme apparaissent. Le socialisme est le fruit direct de l'industrialisation de la société. Et c'est l'idée centrale,
qui est la réponse au libéralisme du 1er XIXe siècle. Au XXe siècle, la démocratie a combattu les totalitarismes, et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où, comme on l'a vu tout à l'heure avec les intervenants qui m'ont précédé, les grands enjeux sont les enjeux de migration et les enjeux de terrorisme. Pris comme ça, on a l'impression que les idées politiques, les paradigmes politiques, ne reviennent jamais en arrière. Mais en réalité, on peut très bien se dire que d'une certaine façon, nous revenons et nous révisons des concepts très anciens. La notion de loi est toujours au cœur de notre société et la notion de cité est de plus en plus présente aujourd'hui. Je vous prends un simple exemple. La démocratie participative, cette fameuse démocratie où le citoyen doit participer au débat politique en permanence, eh bien, cette démocratie participative, c'est la démocratie antique. Alors que nous avions, nous, au XIXe siècle, je vais y revenir, inventé une démocratie plutôt fondée sur la liberté, le choix de participer ou de ne pas participer à la vie politique. Et les questions de religion, les questions de laïcité, les questions de limite de la souveraineté des États nous renvoient au Moyen-Âge, où la question des rapports entre le spirituel et le temporel était la plus prégnante. Donc vous voyez, rien ne dit que les idées du passé ne reviennent jamais, au contraire. Et puis, il y a des chercheurs, notamment des Anglais, comme Arthur Lovejoy, qui ont montré que les idées étaient aussi en mouvement dans l'espace, pas simplement dans le temps, mais aussi dans l'espace. Il y a une transversalité des idées. Les idées n'appartiennent pas à un champ culturel particulier. On pourrait se dire, par exemple, que la loi ou la féodalité sont des productions de l'Occident. C'est entièrement faux. On trouve des lois dans le code Hammurabi en Mésopotamie au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Et les structures féodales de l'Europe chrétienne, on les retrouve au Japon ou en Chine, à certaines périodes de l'histoire de ces grands pays. Et finalement, comme dit Lovejoy, l'apparente nouveauté de système, bien souvent, nous montre en fait simplement une nouvelle combinaison d'idées très anciennes. Donc il faut être humble. Malgré nos connaissances, malgré notre méthode scientifique, nous ne sommes pas meilleurs ou protégés par rapport au dépassement ou à l'exagération de certaines idées que nous pouvons avoir sur nous-mêmes et sur les sociétés que nous créons. J'aime bien cette citation de George Louis Borges, qui n'est pas un penseur politique au sens strict, et qui nous dit ceci, ça plaira, je pense, aux chercheurs et aux physiciens dans la salle aussi. On dit que tous les hommes naissent aristotéliciens ou platoniciens. Cela revient à dire qu'il n'y a pas de débat d'un caractère abstrait qui ne soit, à un moment donné de la polémique, d'Aristote ou de Platon. Finalement, à travers les siècles et les latitudes, les noms, les dialectes, les visages changent, mais non les éternels antagonistes. En gros, il y aurait en politique deux grandes familles qui vont bien au-delà du débat droite-gauche dont on parle. La famille d'un ordre idéal qui n'est pas naturel et qu'il faut construire pour prouver que nous sommes des êtres humains. Et la famille d'un ordre naturel qui est indépassable et qu'il faut respecter parce que nous sommes des êtres humains. Le choix entre suivre notre nature et construire un système artificiel qui serait hypothétiquement meilleur, c'est le choix de Platon et d'Aristote. C'est ceux qui opposent les enfants de l'académie et les disciples du lycée. Et aujourd'hui encore, dans les débats politiques que nous avons, à l'échelle de notre tout petit pays, on est encore dans cette question-là. Faut-il suivre l'ordre naturel des choses pour construire la société, ou faut-il construire la société pour aller au-delà de la nature et améliorer la condition de l'homme ? Alors comment on passe de l'idée à la pensée ? Tout à l'heure je vous disais, l'idée est absolue et la pensée est personnelle, mais il y a autre chose.
Et ça, c'est très important, c'est peut-être le plus important de mon intervention ce soir, et c'est ce que je voudrais vraiment vous transmettre. Quand vous pensez, il n'y a pas simplement vous qui pensez. Il y a tout le contexte social dans lequel vous êtes immergé. Personne ne pense en étant complètement libéré de son environnement. Je vous donne ici l'exemple de Jean Bodin, qui est un juriste du XVIe siècle, et qui est l'inventeur du concept de la souveraineté de l'État. Jean Bodin écrit en 1576, vous avez ici une gravure, les 6 livres de la République, de la Res Publica. Qu'est-ce qu'il dit dans les 6 livres de la République? Quelle est son idée principale? Elle est très simple. Le roi est souverain et il est donc au-dessus des débats de société. Jean Bodin invente la souveraineté qui est aussi aujourd'hui encore notre souveraineté, sauf qu'elle n'est plus monarchique, elle est nationale et populaire. Pourquoi Jean Bodin écrit ça? Parce qu'il a une pensée. Mais d'où lui vient cette pensée? Du 24 août 1572. La Saint-Barthélemy, le massacre des protestants de la Saint-Barthélemy, à l'occasion du mariage organisé par Catherine de Médicis entre Henri de Navarre et Marguerite de Valois. Les tensions européennes entre protestants et catholiques, provoquées par la réforme de Luther et Calvin, poussent un juriste de la Renaissance à penser le roi comme étant au-dessus des débats religieux, parce que si le roi n'était pas au-dessus des débats religieux, alors il pourrait y avoir une fracture qui mettrait fin à la société. Donc le poids du contexte pèse très lourd comme une sorte de puits gravitationnel sur l'expression d'une pensée. Un penseur est toujours englué dans son époque. Lorsqu'on pense de la pensée à l'idéologie ou à la doctrine, c'est qu'on a un but. Le but, c'est de donner à la politique une légitimité. Ici, on en a un exemple très clair avec la pensée chrétienne. Très rapidement, saint Augustin écrit au 5e siècle la cité de Dieu. C'est un homme d'église, et dans la cité de Dieu, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire une chose très simple, qui n'est pas en soi politique. Il dit, il y a 2 cités, la cité terrestre et la cité céleste. La cité céleste, c'est l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi. La cité terrestre, c'est l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Et il dit, la cité céleste est d'essence supérieure. C'est tout. Quelques siècles plus tard, les penseurs chrétiens autour de la papauté, et notamment dans le cadre de la réforme grégorienne au XIe siècle, vont formuler la doctrine de l'augustinisme, qui est une interprétation de la pensée de saint Augustin, qui dit ceci: si la cité de Dieu est supérieure à la cité terrestre, alors l'Église est supérieure à l'État, et donc le pape est supérieur au roi. C'est une interprétation qui n'est pas fidèle à la pensée de saint Augustin, mais qui a justifié la théorie du sacre des rois et la théorie du contrôle du pouvoir royal par le pouvoir spirituel. Et puis, au XIXe siècle, vous le savez, c'est le siècle de l'industrialisation et c'est le siècle des grandes idéologies. Les grandes idéologies, c'est, pour être simple, le libéralisme et le socialisme. Benjamin Constant, compagnon de Germaine de Staël, qui a considérablement influencé sa pensée politique, on ne cite jamais suffisamment les femmes, et je travaille avec mes collègues à féminiser comme il se doit, et comme c'est juste de le faire, le cours d'histoire d'idées politiques. Benjamin Constant va exclure une certaine définition de la liberté, et il va le faire de façon tout à fait politique et arbitraire pour gouverner.
Benjamin Constant dit ceci: les Lumières se sont trompées, elles ne regardaient que le passé, Montesquieu n'a rien compris, Rousseau est à jeter aux orties, ils se sont focalisés sur l'Antiquité. Or, nous, dans la liberté des anciens comparée à celle des modernes, il dit, nous avons besoin d'une nouvelle forme de liberté, une liberté qui ne soit pas simplement l'exercice des droits politiques, mais qui soit, au fond, la liberté de ne pas participer à la vie politique. Benjamin Constant, qui est un homme de son temps, nous dit « L'individu est plus grand que le citoyen ». Vous êtes tous des citoyens, mais surtout vous êtes tous des individus. Vous avez des droits qui sont les droits de l'homme, des droits individuels. Quel que soit, comprenez-moi bien, quel que soit votre comportement de citoyen, même si vous êtes un citoyen dégueulasse, sale, irresponsable, qui jette ses déchets, qui ne trie pas ses déchets, qui gaspille, qui font des citoyens abjects, qui font des courses, remplissent des frigos et ne consomment pas ce qu'ils ont acheté. Eh bien, malgré tout, vous restez des individus. Et votre comportement de citoyen ne peut pas porter atteinte à l'inaliénabilité de vos droits de l'individu. Et votre droit le plus fort, vous savez lequel c'est? Parce qu'on est en train de l'oublier. Votre droit le plus fort, c'est de ne pas participer à la vie politique. Parce que nous sommes dans un système de régime représentatif. Vous élisez des représentants qui, eux, vont porter une certaine vision de la société parce que vous les avez élus pour le faire. Aujourd'hui, la citoyenneté redevient de plus en plus une citoyenneté contrainte. En tant que citoyen, vous avez des contraintes qui n'existaient pas préalablement. Mais comme dit Benjamin Constant, vous êtes d'abord et avant tout des individus. Constant va rejeter complètement l'héritage des Lumières et permettre l'émergence du régime représentatif. On est en 1819, 11 ans plus tard, en 1830, la monarchie de Juillet invente le régime des partis politiques fondé sur l'élection et le système représentatif. Alors le problème de l'idéologie, c'est qu'elle peut tellement modeler la réalité qu'elle finit par aboutir à la mort des idées. Pour Benjamin Constant, il fallait que la liberté des anciens meure. Dans le cadre de Benjamin Constant, le libéralisme est plutôt une bonne nouvelle. Mais il y a des idéologies qui, en excluant tout ce qu'elles ne sont pas, arrivent à l'arrêt de la pensée, à la mort des idées. C'est le cas des totalitarismes du XXe siècle, que ce soit le nazisme, le fascisme ou le totalitarisme soviétique. Hannah Arendt, philosophe, les a étudiés dans le système totalitaire. Et voilà ce qu'elle nous dit, et qui pourrait contredire le titre de ma conférence. Elle nous dit « Le totalitarisme a engendré des institutions entièrement nouvelles. Il a détruit les traditions sociales, juridiques et politiques. Et peu importe la source particulière de son idéologie, que ce soit la puissance naturelle du peuple allemand, ou que ce soit la force implacable des lois de l'histoire ou de la science, peu importe, le régime totalitaire rend problématique et équivoque toutes les décisions de la conscience. » Vous savez ce que c'est un régime totalitaire? Pour le dire autrement que Hannah Arendt, c'est lorsque vous pouvez vous sentir coupable d'avoir une certaine idée. Et je voudrais que vous compreniez bien ça. L'idée appartient au champ intellectuel. Et la pensée est une interprétation personnelle des idées modelée par le contexte. Le totalitarisme, c'est lorsqu'on vous dit certaines pensées ou certaines idées ne sont pas acceptables. Et dès ce moment-là,
on rentre dans un modelage intellectuel qui arrête le fonctionnement de la conscience politique. Si tout est problématique et tout est équivoque, plus rien n'a de valeur. Et par conséquent, la seule chose qui a de la valeur, c'est le régime en place. Tout discours idéologique qui pousse l'individu à renoncer à sa liberté de penser un concept est une forme de totalitarisme. Et dans ce cas-là, oui, les idées peuvent mourir. Alors, pour finir, que restera-t-il des idées dans le futur ? Après tout, le GIEC a obtenu le prix Nobel et le dérèglement climatique n'est plus un débat scientifique. C'est fait. Les scientifiques ont montré que l'homme a une influence sur le climat et que cette influence est négative. L'intelligence artificielle, et j'en parlais avec Bruno justement en préparant cette conférence, c'est devenu la tarte à la crème du débat social. L'intelligence artificielle est partout. Les robots compagnons, les robots militaires, les drones qui peuvent prendre des décisions de tuer, les algorithmes qui calculent des probabilités plus rapidement et peuvent contribuer à une décision de justice. Tout ça, c'est notre réalité. Et puis le transhumanisme, c'est cette idée que, inévitablement, l'homme va dépasser sa condition, qu'il va devenir immortel, éternel, etc. Et que ceux qui refuseraient cette évolution seraient, comme les Lumières pour Benjamin Constant, des passéistes ennuyeux dont il faut se débarrasser. Tout ça, vous voyez, transhumanisme, intelligence, artificialisme, et aussi, d'une certaine façon, je suis désolé, écologisme, tout ça, ce sont des idéologies. Et il faut être capable de sortir de l'idéologie pour penser librement. Alors, il y a quelques pistes, mais vous le voyez, ces pistes, malheureusement, sont présentées comme nouvelles, alors qu'elles sont déjà vieilles. Est-ce qu'on va sortir de l'histoire ? On a entendu des tas de choses depuis le 11 septembre 2001. C'est la fin de l'histoire. C'est la fin des idéologies. Il y a cette espèce de goût que nous avons pour le chaos, qui nous dit c'est la fin des grandes idées, tout est fini, c'est fini. Et alors on va verser dans ce qu'on pourrait appeler l'uchronisme, c'est-à-dire que le seul refuge qu'on va avoir, c'est le refuge nostalgique en imaginant des mondes qu'on n'aura jamais, parce qu'on n'a pas fait les bons choix. Sortir de l'histoire, c'est une idée déjà ancienne. Le premier à le faire, c'est Louis-Sébastien Mercier, c'est un philosophe du XVIIIe. Celui qui invente le mot uchronie, c'est Charles Renouvier, un républicain du XIXe. Et le grand auteur de science-fiction, Isaac Asimov, a imaginé la psychohistoire, c'est-à-dire une histoire tellement mathématisée qu'elle pourrait prédire, avec un taux de réussite très élevé, toute l'évolution de l'humanité, donc il n'y a plus de choix à faire. On sort de l'histoire, puisque l'histoire ne peut plus être histoire s'il n'est pas question de choix. Ou alors, on peut sortir de l'État, ça c'est le grand fantasme actuel. C'est mettre fin au drame de l'autorité étatique et des dérives de l'administration publique. On veut plus de liberté, on veut plus d'autonomie, on veut des initiatives citoyennes, on veut voter les lois par Internet. On veut mettre fin à toute cette espèce de caste autoproclamée de privilégiés abjects qu'on appelle les hommes et les femmes politiques, et qui sont tous pourris. Et par conséquent, puisqu'ils font les choses moins bien qu'on ne les ferait nous-mêmes, autant se débarrasser de tout ça. Alors, on réduit le nombre de sénateurs, on réduit le nombre de députés, on réduit les cours de droit à l'école, on réduit les cours d'histoire, parce que finalement, à quoi bon apprendre le régime représentatif puisqu'on va en sortir ? Eh bien, sortir de l'État, c'est une vieille idée. Joseph Desjacques, au XIXe siècle, l'avait déjà. Lui qui prônait l'anarchie, qui n'est pas le chaos. L'anarchie, c'est la société sans État. Et puis, des auteurs de science-fiction, comme Robert Heinlein, un célèbre auteur américain, dont j'ai déjà parlé ici, imaginaient que rien ne vaut la décision de l'individu,
et que l'individu doit être souverain, même si, en exerçant sa souveraineté, il doit ne pas respecter les lois de l'État. Autre fantasme, est-ce qu'on va sortir de l'humanité? C'est le fantasme du transhumanisme, et je le martèle ici, pour l'historien des idées politiques que je suis, le transhumanisme, ça n'est rien d'autre qu'une idéologie. C'est-à-dire une certaine vision, une certaine pensée politique de l'avenir de l'humanité qui veut être exclusive parce qu'elle veut, mesdames et messieurs, conquérir le pouvoir. Or, les transhumanistes sont soutenus par des chercheurs et par des grands laboratoires, et le but, c'est d'atteindre la sphère politique pour pouvoir influencer sur le vote des lois. Sortir de l'humanité, c'est une vieille idée. Vous savez qui est-ce qui l'a eu en premier? Herbert George Wells, qui nous montre un futur où l'humanité sera scindée en fonction de chaque fonction de l'individu. Les ventres, les ouvriers, les penseurs, les esprits purs, les Élois en haut, les Morlocks en bas. Et puis Olaf Stapledon, un auteur de science-fiction qui écrit dans les années 30, créateur d'étoiles, et qui invente le mot de post-humanité ou de transhumanité. Enfin, Ray Kurzweil, que vous connaissez, Ray Kurzweil qui est le père de la Singularity University en 2004 et qui attend le moment d'émergence de la vraie intelligence artificielle forte, celle qui sera capable de penser, de prendre des décisions à la place de nous tous. Eh bien, pour moi, ces trois idéologies sont trois fantasmes purs et simples. Et nous devons bien comprendre que l'idéologie n'est pas l'idée. Et si les idées doivent rester en mouvement, il faut toujours être capable, en tant que citoyen, de reconnaître les idéologies. Vous voyez, la nation, c'est une belle et grande idée. Le premier à parler de nation, c'est Sieyès, dans Qu'est-ce que le tiers-État? En plein cœur de la Révolution française. Qu'est-ce que le tiers-État? Tout. Qu'a-t-il été jusqu'à présent? Rien. Que demande-t-il? À devenir quelque chose. C'est une grande idée, la nation. Nous sommes les enfants de la nation. Française en particulier, mais il y en a d'autres. Le nationalisme, c'est une idéologie qui veut la domination d'une certaine nation sur toutes les autres. Et la logique de la préférence nationale, elle va émerger en raison d'un contexte bien précis, la perte de l'Alsace et de la Lorraine en 1870, après l'échec de la France face à la Prusse. Et le nationalisme, c'est une idéologie, comme il y en a eu d'autres, qui a connu son heure de gloire, qui existe encore un peu, mais qui ne doit pas être confondue avec l'idée. Donc vous voyez, sortir de l'histoire, c'est vain. Sortir de l'État, c'est vain aussi. Sortir de l'humanité, c'est encore plus vain, si nous le faisons comme des bons petits soldats. Par contre, si nous réfléchissons, là, alors on peut y penser. Et puis, une spéciale dédicace, c'est mon avant-dernière diapositive, donc je suis dans les temps. Une dernière dédicace spéciale à tous les scientifiques qui sont présents parmi nous et aux juristes auxquels j'appartiens, parce qu'ici, vous avez quelqu'un qui s'appelle Michel Foucault et qui est la terreur des juristes. Les juristes ont une sainte horreur de Michel Foucault parce qu'il s'est mêlé de définir le droit, de définir la justice, alors qu'il n'était pas véritablement juriste. Et dans les facultés de droit, on ne cite pas Foucault, parce que sinon on se fait casser la gueule, presque, métaphoriquement. Ouais, métaphoriquement. Alors Foucault, il me plaît beaucoup parce qu'il est, et par rapport aux scientifiques qui sont là, je pense notamment à Roland Lehoucq, à Jérôme Pérez, à tous ceux, à Jean-Marc Lévy-Leblond, il nous pointe du doigt quelque chose de central dans la politique et dans la science. C'est un point commun, un point de jonction entre les idées scientifiques et les idées politiques pour moi. Il nous dit la raison n'est pas le rationalisme. Alors, l'image est un peu coupée, mais je vous le dis. Que faut-il faire aujourd'hui le procès de la raison? Rien ne saurait être plus stérile, nous dit Michel Foucault. Un tel procès nous condamnerait à incarner, en quelque sorte, à être dans le rôle arbitraire celui qui est rationaliste ou qui rejette le rationalisme. Et puis il nous dit surtout,
allons-nous analyser ce rationalisme qui semble propre à notre culture moderne et enfin, au XXIe siècle, comprendre par quel mécanisme nous nous sommes retrouvés prisonniers de notre propre histoire. Si nous voulons que les idées soient un mouvement perpétuel, et pourtant je suis historien, nous devons nous libérer de notre propre histoire. Si seulement l'histoire détermine ou prédétermine la façon dont nous pensons la raison, ça veut dire que nous ne méritons pas le titre d'être rationnel. La raison a été, à un moment donné de notre histoire, définie par les Lumières, et cette définition des Lumières, elle est devenue une sorte de statue de marbre orbiculaire, de granit orbiculaire. Pardon. Pierre est un granitien, il est tenant de l'idéologie granitique. Donc un granit orbiculaire, et ce granit, personne n'ose y toucher. Et on se dit, on ne peut pas toucher au rationalisme parce que sinon ça veut dire qu'on rentre dans l'irrationalité. Et là, on a tous ces mouvements New Age, de revisitation de notre spiritualité, on fait du Tai Chi Chuan, on fait des trucs, on se recentre, on retrouve notre moi intérieur. Et on se dit, tout ça c'est forcément de la connerie, parce qu'on est des êtres de raison. Mais attention, si on est véritablement des êtres de raison, par la raison, on doit pouvoir penser ce qui n'est pas la raison. Je vous rappelle que les premiers à défendre l'usage de la raison étaient les philosophes chrétiens, qui disaient, si Dieu a fait don à l'homme de la raison, c'est pour que l'homme utilise sa raison pour penser Dieu. Saint Thomas d'Aquin, qui retrouve la philosophie chrétienne, la philosophie antique, et qui nous dit, la politique est dans la nature de l'homme. Et donc ce n'est pas le péché originel, ce n'est pas une punition, dit saint Thomas d'Aquin, c'est parce qu'il est dans la nature de l'homme d'être un être social. Et donc je peux faire usage de la raison pour penser l'irrationnel, et si je ne le fais pas au nom de la raison, alors je suis simplement dans une idéologie rationaliste sclérosée. Et Michel Foucault, qui disait beaucoup de choses très intelligentes, a su pointer du doigt ce qui, à mon avis, s'adresse aussi aux scientifiques, et qui est « faisons usage de la raison comme une idée et non pas comme une idéologie ». Stephen Hawking, que j'aime bien et auquel, hélas, nous rendons hommage, puisqu'il nous a quittés, n'était pas un penseur politique, enfin, en tout cas, pas à ma connaissance. C'était un grand communicant, un grand vulgarisateur. On a travaillé beaucoup sur la suite de ses idées. Et il a beaucoup travaillé sur les trous noirs, bien sûr, mais aussi sur l'expansion de l'univers, le désordre. Il posait cette question, il disait, pourquoi le désordre s'accroît ? Le désordre s'accroît partout, c'est ce qu'on appelle l'entropie. Et alors, dans notre société aussi, l'entropie est en œuvre. Je n'ai pas dit en marche. Et l'entropie, c'est l'accroissement du désordre. Et on est tous d'accord ici pour le dire. C'est le bordel. Plus rien ne va. On ne sait plus quoi croire. On ne sait plus... Alors les grandes idées, la grande culture classique, plus personne n'a ces cultures classiques. Les jeunes ne comprennent rien, ils n'ont pas lu Voltaire, etc., etc., etc. Les grands auteurs de science-fiction sont oubliés parce que c'était des vieux misogynes blancs. Et maintenant, on lit des nouveaux auteurs de science-fiction qui sont des féministes noirs. Et c'est beaucoup mieux parce que les autres étaient des vieux cons, et là, c'est des nouveaux et c'est bien. Et on se dit, tout a changé et on ne sait plus comment se repérer. Je ne sais pas si vous avez, moi j'ai 45 ans, 46, et on a ce sentiment de malaise où nos icônes du passé ne sont plus opératoires. Et on a ce sentiment de désordre. Mais oui, bien sûr que le désordre s'accroît, puisque l'univers lui-même est en train de devenir de moins en moins ordonné. Et simplement, eh bien, nous, la race humaine, le progrès que nous avons fait, c'est que nous avons compris l'univers et nous avons établi un petit coin d'ordre dans le désordre croissant de l'univers.
Et c'est déjà pas mal. Et aujourd'hui, si vous regardez les théories cosmologiques, elles ont complètement changé. Moi, quand j'avais 10 ans et que je lisais les magazines de vulgarisation scientifique, je savais très bien ce qu'était une planète. Et quand je rencontrais des gens qui me disaient oui, tu sais, Vénus, cette étoile, je disais oh là là, tu ne comprends rien, quel abruti tu fais. Une étoile, une planète, c'est pas du tout la même chose. Et bien pourtant, la distinction est de moins en moins claire. J'ai grandi dans un monde où Pluton était une planète. Et aujourd'hui, eh bien, la nouvelle génération de scientifiques a complètement changé. Et en politique, c'est pareil. Où est la gauche? Où est la droite? Où est le centre, ça? Tout est centre. C'est pratique. Nous sommes tous au centre d'un grand trou noir, dans un puits gravitationnel où nous tournoyons à l'horizon des événements, comme des petites molécules photoniques. Et poum! Et tout va s'arrêter là, et demain, le retour de la royauté. Non! Tout ça, c'est de l'idéologie. Nous sommes libres. Et le désordre, il ne faut pas en avoir peur. Le désordre est une opportunité de faire émerger de nouvelles idées. Alors, spéciale dédicace à Roland Lehoucq, j'ai inventé un système planétaire politique. Alors voilà ma planète, qui s'appelle idée politique. Et alors, elle a 3 axes. Un premier axe qui l'amène du totalitarisme vers l'anarchie. C'est-à-dire que plus elle est totalitaire, plus elle rentre dans l'influence gravitationnelle de son étoile. Alors Roland, tu vois, là j'ai mis, c'est noir, hein, c'est presque un trou noir, peut-être un trou noir d'Interstellar, je ne sais pas. Donc elle est attirée comme ça, mais elle peut s'échapper, et plus elle s'échappe, plus elle est libre, et donc plus elle est anarchique. Elle peut aussi suivre un certain orbite, en allant peut-être plutôt vers la liberté. C'est une orbite elliptique. Vous voyez, plus on est loin de son étoile, plus on est vers la liberté, et plus on est proche de l'étoile, comme on a vu avec les très belles présentations de tout à l'heure, plus on se rapproche, plus on est au périastre, plus on est dans l'égalité. Périastre, on est dans l'égalité, et l'apogée ou l'apiastre, l'apoastre, et plus on est dans la liberté. Ou alors, autre idée aussi, on peut être dans la réalité, ou alors on peut de nouveau s'éloigner vers le concept et redevenir peut-être une planète libre, un peu comme la Lune dans Cosmos 1999, qui quitte la Terre et qui s'en va, libre, anarchique, et avec des citoyens heureux. Voilà, donc le message que je voulais vous faire passer, c'est que les idées politiques sont en mouvement, que ce mouvement, à mon sens, est bien perpétuel, et gardez-vous, s'il vous plaît, de croire le contraire tant que vous n'en avez pas la preuve définitive. Le totalitarisme, on l'a connu une fois, au XXe siècle. Si on n'est pas trop con, on devrait être capable de l'éviter au XXIe. Merci.